Donc je vais essayer dans cet exposé un petit peu à la fois de présenter ces recommandations, mais également de montrer tout ce qui a été récent en matière de tuberculose et qui, à mon avis, peut-être, même si les recommandations sont récentes en 2021, risquent de demander un petit toilettage pour s'adapter aux nouveautés qui sont, en fait, ces nouveautés sont pour le bienfait du malade puisque ils permettront de mieux le traiter et pour une durée plus courte. Alors déjà, les études, les méta-analyses sur le risque de tuberculose avec anti-TNF montrent que ces risques sont augmentés. Déjà, les malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont 2 à 4 fois plus de risque de faire une tuberculose, même s'ils n'ont pas d'anti-TNF. Et ce risque est variable en fonction de la zone. Est-ce qu'ils sont d'une zone à haute incidence ou à faible incidence? Et vous voyez que dans les zones à haute incidence, le risque est au ratio de 2,39 contre 1,64 dans les zones à faible incidence. Et donc, ce risque-là existe avec la PR, tout simplement, par exemple. Mais lorsqu'on donne les anti-TNF, ce risque augmente plus. Alors, ce risque-là est également variable en fonction du type du TNF. Vous voyez que, bon, en Espagne, par exemple, vous avez une incidence de 21 pour 100 000 habitants. Au Maroc, nous avons 80 pour 100 000 habitants. Avec l'adalimumab, l'incidence passe à 176, l'étanercept 114 et l'infliximab 383 pour 100 000. Alors, aux États-Unis, qui ont une incidence comme la France de 6,2 pour 100 000, ce qu'ils ont publié avec l'étanercept, c'est 35 pour 100 000 contre 144 cas pour 100 000 habitants, pour 100 000 malades traités par infliximab. En France, 6 à 10 pour 100 000. L'adalimumab 215 pour 100 000 et 9,3. Alors c'est curieusement plus bas qu'aux États-Unis. Donc il y a là aussi un problème du choix des malades, mais également le risque est élevé avec l'infliximab. Et au Portugal, ils n'ont pas donné d'incidence, mais seulement le nombre de cas par rapport aux patients traités et qui a vers les 8%. Alors, cette méta-analyse effectivement récente montre que le risque, bien sûr, est important avec les anti-TNF, mais également avec les inhibiteurs JAK et avec les inhibiteurs de l'interleukine 6. Et donc, ce risque-là n'est pas seulement rencontré avec les anti-TNF, même avec les autres biothérapies. Et même maintenant, on a aussi des collaborations avec les oncologues pour tout ce qui est immunothérapie des cancers, parce que ce problème aussi se pose, et se pose le problème d'agir rapidement, et se pose le problème beaucoup plus ardu, j'ai eu des cas à discuter récemment, à quel moment, si on a une tuberculose latente, introduire l'immunothérapie, et on peut discuter à la fin que ces dogmes de 1 mois, de 3 semaines, etc., peuvent être un petit peu modifiés selon le cas clinique. Alors les actualités, bien entendu, je pense que c'est le plus important, c'est les recommandations nationales que je vais un petit peu présenter, mais rapidement, mais également qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties en 2021-2022 en matière de tuberculose. Nous avons de nouvelles définitions de la tuberculose résistance. Donc en 2020, on avait une définition, en 2021, on a des définitions qui changent. Il y a des nouveaux médicaments antibacillaires qui enrichissent notre arsenal thérapeutique, quoiqu'ils sont plus chers et plus difficiles à manier. Il y a de nombreux tests maintenant rapides de la tuberculose, et ce qui est intéressant maintenant et qui change la donne, c'est que ces tests, à la fois, ils permettent de diagnostiquer la tuberculose, mais également la résistance. Et ça, c'est un progrès énorme, parce qu'avant, on attendait 2-3 mois pour dire que le malade est résistant, et donc on attendait pour voir est-ce qu'il s'améliore, etc., avant par exemple, de réintroduire un anti-TNF. Maintenant, les nouveaux tests, il y a des tests qui en 2 heures peuvent vous dire qu'il y a une résistance à la rifampicine ANH, et en 24 heures, vous donnez les résistances à tous les antibacillaires. Donc en un jour, on a le profil de résistance du malade, et donc on choisit le traitement. On ne perd pas 2 à 3 mois pour voir un échec, pour dire oui, il y a un échec parce qu'il y a une résistance. D'emblée, on sait qu'il y a une résistance, on la traite, et donc on évite les échecs, on évite les aggravations, on raccourcit la durée du traitement, et donc là aussi, on raccourcit la durée au bout de laquelle on peut réintroduire le traitement biologique. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant aussi ces tests rapides ne sont plus l'apanage des pays développés. Il y a beaucoup de tests qui ont été développés en Inde par exemple, qui sont beaucoup moins chers. On a même un test qui a été fait au Maroc, je vais en parler, LAMP, qui est adapté à ce qui est fait ailleurs et qui est manuel,
pas du tout cher et qui est moléculaire et qui permet le diagnostic rapide de la tuberculose. En matière de traitement préventif de la tuberculose, là aussi il y a eu des progrès, puisque maintenant il y a des schémas. Je vous montrerai que maintenant il y a un schéma qui permet 1 mois de chimioprophylaxie. La durée totale est 1 mois. Alors qu'avant, c'était 6 mois, 9 mois, etc. Donc, il y a des avancées. Également, en matière de traitement de la tuberculose à BK sensible, ce qui était standard classique, c'est 6 mois. Maintenant, nous avons des recommandations pour 4 mois. Pour la résistance, c'était 18 à 24 mois. Nous avons des traitements courts de 6 à 9 mois. Donc, ça a tellement changé, il y a tellement de progrès que ça nous permet de traiter ce problème avec plus de sérénité. Et bien sûr, il y a enfin le syndrome IRIS, qui est la restauration paradoxale immunitaire après l'arrêt des anti-TNF, et j'aborderai un petit peu ce point-là. Alors donc les recommandations nationales, donc vous voyez que c'était une collaboration entre les rhumatologues, les pneumologues. Il y avait même avec nous au départ des gastro, puisque les traitements, les biothérapies n'intéressent pas que les rhumatologues. Et je remercie mon ami professeur Hissouni qui avait initié les premières rencontres sur ce thème. Et il y avait les internistes, les gastro, et on avait travaillé plusieurs fois pour élaborer les premières recommandations qui étaient intéressantes, qui ont été publiées en 2010, mais qui ont nécessité, bien entendu, une mise au point et qui permet un petit peu d'accompagner les progrès scientifiques. Alors, je vais rapidement un petit peu les présenter, tout en disant un petit peu les nuances qu'il faut. Donc, bien entendu, tout le monde est d'accord pour faire le diagnostic de la tuberculose latente avant de démarrer les anti-TNF, et que lorsque on a une tuberculose latente, il faut d'abord éliminer une tuberculose maladie, et donc il y a plusieurs tests qu'on peut utiliser, IGRA ou IDR, radiographie thoracique. Donc vous voyez que le dépistage de la tuberculose latente, ça repose surtout sur l'intradermo et sur le test un interféron. Et au Maroc, on a le quantiféron, mais on a aussi récemment le lyophéron, qui est un test indien qui est beaucoup moins cher. Quantiféron, c'est 1000 dirhams, le lyophéron, c'est 350 dirhams, avec la même signification. Et la radiographie thoracique. Et bien sûr, si on suspecte une tuberculose extrapulmonaire, en fonction des signes, on fera l'imagerie nécessaire. Alors, la collaboration avec le physiologue, elle est bien entendu recommandée, surtout qu'il y a des nuances dans l'interprétation. Le problème, c'est que on dit qu'il faut faire l'intradermo. Comment la faire? Comment l'interpréter? C'est ça le problème. C'est pas seulement il faut faire, mais comment l'interpréter. Et personnellement, comme je l'ai fait moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, puisque le diamètre de l'intradermo, la lecture, il y a quatre types d'induration selon l'AMS. Et si on n'a pas l'expérience, si on n'a pas formé à ça, on peut passer à côté d'une intradermo qui est positive et qu'on va dire négative, ou dire le contraire, elle est positive alors qu'elle est négative. Donc là, c'est se méfier des faux positifs et des faux négatifs. Même le quantiférant, il faut bien l'interpréter. Il y a des quantiférants ou lyophéron franchement positifs, il y a des intermédiaires, il y a des indéterminés, et c'est là où il y a une expertise pour interpréter ces tests. Alors, ce qui est recommandé, ce qu'on avait retenu, c'est l'isoniazide pendant 6 ou 9 mois, ou la rifampicillinage pendant 3 mois, selon bien sûr les antécédents du patient, la discussion, le terrain, est-ce qu'il y a des facteurs de risque hépatique, etc. Bon, alors 6 ou 9 mois, vous allez me dire, à la fin on peut discuter. Les Américains et les Canadiens, c'est 9 mois. L'OMS et les Britanniques, c'est 6 mois. Lorsque j'ai fait une revue de la littérature, la diminution du risque par la prophylaxie à 9 mois, elle est de 80% contre 69% pour 6 mois. Donc le fait de donner 6 mois, peut-être ça répond à un souci économique de l'OMS, mais ça réduit la protection vis-à-vis de risque de réactivation de la tuberculose. Alors justement, en 2021, l'OMS a publié un document de référence sur le traitement préventif de la tuberculose, sur le dépistage de la tuberculose latente. Ça ne concerne pas que les malades rhumatologiques ou autres, ça concerne d'autres malades, les silicotiques, les diabétiques, les insuffisants rénaux, etc. Et maintenant, il y a tout un tas de patients cibles, parce que Madame Benbouazza disait on a 20% positifs qui ont une tuberculose latente. Je vais vous dire que le tiers de la population mondiale a une tuberculose latente. Ils ont une infection latente. Le tiers de la population mondiale. Et bien sûr, la majorité, c'est dans les pays en développement. Et donc, si on fait un test chez nous, par exemple, on aura
au moins 10 à 20% positifs sans qu'ils aient fait de tuberculose. Le problème, c'est que cette infection latente reste silencieuse et c'est à l'occasion d'un problème de diminution des défenses que ça évolue vers la maladie. Donc le fait d'avoir une positivité ne nous étonne pas et c'est pourquoi on avait préconisé que le malade, dès qu'il est pris en charge la première fois, même avant de discuter les anti-TNF, on fait ce bilan pour savoir est-ce que, parce qu'avant même qu'ils prennent les corticoïdes, les immunosuppresseurs qui risquent de donner de faux négatifs, dès le départ, faire ce test, et on l'avait retenu comme recommandation dans les recommandations initiales, et je pense que c'était une précaution qui était importante. Alors, vous voyez, par exemple, l'OMS, il dit IDR ou IGRA. Il ne dit pas préférentiellement l'IGRA. Les États-Unis, ils ont dit IGRA. Parce que l'intradermo, c'est difficile à faire, c'est difficile à interpréter, etc. Mais l'OMS, elle n'a pas dit IGRA préférentiel, elle a dit IDR ou IGRA, et je pense que dans nos recommandations, on a dit un petit peu la même chose. Alors, 6 ou 9 mois, une fois par jour, INH rifampicine. Le traitement standard maintenant aux États-Unis et au Canada, c'est celui-là. C'est isoniazide plus rifampicine, une fois par semaine, 3 mois, parce que il y a 24 prises, c'est très facile, le malade est observant, il y a moins de toxicité hépatique, et il est aussi efficace que 9 mois d'INH. Quelles sont les alternatives validées? Moi, je pense que nous avons des malades en commun où nous avons eu des toxicités à l'INH, et c'est assez fréquent, j'en ai vu pas mal de cas. Donc c'est pourquoi lorsqu'on dit on va commencer le traitement anti-TNF un mois après, il faut que le malade soit déjà vu pour voir s'il n'a pas fait un problème parce que s'il fait une toxicité hépatique, on va arrêter le traitement et il va démarrer un anti-TNF, etc. Donc toujours cette visite de contrôle avant de démarrer la biothérapie est importante pour vérifier que le malade, bien sûr, prend son traitement, qu'il n'a pas fait une toxicité qui est un petit peu hépatique ou autre, qui va obliger à arrêter le traitement. Donc j'ai du malade qui ont fait une toxicité très importante à l'INH, mais qui ont très bien toléré la rifampicine une fois par jour, et le protocole, c'est 4 mois, selon les études canadiennes et américaines. Alors bien, le traitement dont je vous ai parlé et qui est actuellement préconisé aussi par l'OMS, c'est l'isoniazide avec rifapentine, une fois par jour, et 1 mois de chimoprophylaxie suffit. Parce que la rifapentine a une durée de vie très longue, et donc en la donnant une fois par jour au lieu d'une fois par semaine qui couvre une fois par semaine, 1 mois est largement suffisant et protège le malade. Et je pense que si on arrive à faire introduire ce traitement au Maroc, ça va permettre sincèrement de faciliter la vie aux malades et aux médecins, parce que plus la durée est courte, plus le malade est observant. Parce que là, avec les chimoprophylaxies, on a toujours un problème d'observance. Là où le problème se pose, c'est lorsque vous avez un contact avec une tuberculose résistante. Quel traitement? Il n'y a pas de consensus. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Ça dépend du profil de résistance, etc. Généralement, on peut donner une quinolone avec ou sans éthionomide ou éthambutol pendant 6 à 12 mois. Mais c'est un problème qui est assez délicat et qui doit être traité par des experts. Et ce n'est pas anodin, puisque dans les séries américaines, les gens qui avaient été sous anti-TNF, il y avait 13% qui avaient une résistance. Donc c'est au moins un cas sur 10 ou un cas sur 8. Donc il faut avoir à l'esprit que peut-être ce malade-là qui est positif, que nous allons traiter, ça explique peut-être pourquoi des gens, malgré la chimoprophylaxie, ont fait la tuberculose après. Donc peut-être c'était une forme résistante, ou peut-être qu'ils avaient un taux sérique insuffisant du médicament antibacillaire. Alors bien sûr, les études ont montré que ça diminue de 80% le risque, mais pas de 100%. Donc le fait d'avoir fait le screening, ça diminue le risque, mais ça ne le rend pas nul. Et donc ça, c'est surtout des études en Grèce qui ont montré que même les malades qui ont eu une chimoprophylaxie, il y a des malades qui ont fait une tuberculose. Et là aussi dans les publications marocaines, il y a eu des malades qui ont fait le screening, qui ont eu la chimoprophylaxie, et malgré tout, on en fait une tuberculose. Mais ça, si on ne fait pas de screening, le risque est multiplié par 7. Donc il y a un gain, mais ce gain n'est pas à 100%. Alors, deuxième chose, on insiste que ces malades-là qui sont sous traitement antituberculeux préventif doivent être surveillés pendant toute la durée de traitement, parce qu'au cours du traitement, ils peuvent développer une tuberculose. Et donc, non seulement on surveille la tolérance, mais également on surveille la survenue éventuelle de tuberculose. Et s'il y a des signes évocateurs de tuberculose, on va les traiter. Alors, les patients présentant une tuberculose active doivent être traités avant de commencer un traitement biologique.
Il est fortement recommandé de retarder jusqu'à la fin du traitement. Nous allons voir que c'est pas toujours obligatoire, qu'il y a des pays qui le font, d'autres qui font une durée minimale. Par exemple, ici, on avait opté pour 3 mois. Il y a des pays qui ont dit 2 mois. Et bien sûr, ces malades-là doivent être suivis non seulement pendant le traitement anti-TNF, mais au moins 6 mois après. Et vous avez vu les 2 cas présentés par Mme Benbouaza et qu'on a suivis ensemble. Ils ont présenté la tuberculose des années après. Et chose importante aussi, si on a une orientation diagnostique vers une atteinte pulmonaire ou autre, vous voyez, on fait la recherche de l'examen direct culture. Ici, on a mis le gène expert. Vous allez voir que le nouveau test rapide de l'OMS, il y a d'autres tests dans les exportations ou les autres sites. Alors, ce que je voudrais aussi insister, je l'ai mis ici, je l'ai ajouté, c'est que souvent, nos confrères qui font les biopsies, que ce soit les chirurgiens, les confrères gastro, rhumato, etc., ils demandent l'histologie. Ils demandent les BK dans le liquide synovial. Mais ils ne donnent pas sur le fragment de biopsie. Or, nous avons eu des cas, j'ai eu des cas où c'est dans le fragment de biopsie que la recherche de l'ADN du BK a été positive. Donc, toujours penser, lorsque vous faites une biopsie, de mettre un fragment dans le formol pour l'histologie et un fragment dans le sérum. Il va être broyé, centrifugé, et on va chercher le gène du BK, et on pourra avoir des cas qui sont négatifs à l'histologie et positifs sur la culture de ce broyat. Et ça, malheureusement, beaucoup de malades, j'ai vu récemment un malade qui a été opéré malheureusement, on a pris le ganglion, on a fait l'histologie, elle est négative. C'est très en faveur de la tuberculose, mais on n'a pas fait la recherche de l'ADN. Et c'est très difficile, il y a très peu de techniques et de gens qui maîtrisent la technique, où vous pouvez, malgré le fait que la lame est fixée, chercher l'ADN du BK sur une lame fixée d'histologie. J'ai travaillé avec une personne qui a fait un stage à Lyon et qui permet, malheureusement, ils ont orienté l'appareillage vers le diagnostic du Covid, et donc on n'a plus cette possibilité d'utiliser même des lames d'histologie pour chercher l'ADN du BK. Alors, il rappelait que le risque est différent avec les anti-TNF, qu'il est moindre avec les Tanacept, mais ça dépend des pays, ça dépend également du terrain, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas voir juste les chiffres bruts, mais voir le terrain, voir la forme de tuberculose, etc. Et bien sûr, comme il y a des formes extrapulmonaires qui sont fréquentes, y penser bien sûr devant tout signe qui oriente vers une atteinte pulmonaire. Mais je vous signale également que au Maroc, nous avons au moins 40% de formes extrapulmonaires. Alors que normalement, dans les autres pays, il y a 80% de tuberculose pulmonaire et 20% d'extrapulmonaire. Au Maroc, particulièrement, on a au moins 40%. Donc déjà, on a des formes extrapulmonaires plus fréquentes qu'ailleurs. Et c'est surtout les formes ganglionnaires, ostéo-articulaires et pleurales qui sont prédominantes chez nous. Alors là, on rappelle l'iris, mais j'y reviendrai. Et également que, on rappelle que le dépistage de tuberculose doit être aussi fait pour tous les autres traitements biologiques. Ça, je ne vais pas insister. Alors, dernière recommandation, c'était lors d'un précédent dépistage, un traitement anti-tuberculose a été prescrit. Le dépistage sera prolongé si le traitement date de plus de 2 ans et demi. Alors, pourquoi on a dit 2 ans et demi ? Parce que les études qui ont été faites, et là aussi se pose la question, un malade a reçu un traitement préventif, 3 ans ou 4 ans après, et il se représente et il va avoir l'anti-TNF. Faut-il reprendre ou non la chimioprophylaxie? Parce que les études qui ont été faites, mais seulement avec l'INH, ont montré que la durée de protection, c'était 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ans et demi, cette prise de médicaments avant ne couvre plus. Et donc se pose la question, faut-il ou non reprendre la chimioprophylaxie? Alors, quand démarrer les anti-TNF, ça aussi c'est une question qui se pose. Si c'est une tuberculose active, il y a ceux qui préconisent d'atteindre la fin du traitement antibacillaire et la guérison avant de donner le traitement, et d'autres qui disent que s'il y a une urgence rhumatologique, comme les cas qui ont été présentés, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit tuberculose pharmacosensible, on attend 3 mois, et s'il y a un événement clinique, BK négatif et culture, etc., on peut reprendre. Bien, les données récentes disent qu'on peut le faire au bout de 2 mois, au lieu de 3 mois maintenant. Parce que le fait d'avoir fait les tests moléculaires
Et ces tests moléculaires, maintenant, il n'y a pas que le gène expert de la rifampicine. Il y a un test similaire qui fait rifampicine-INH. Parce qu'avant, on passait à côté de la résistance à l'INH. Donc maintenant, avec ces tests, 2 mois suffisent. Également, ici, on avait dit, donc ça c'est 21, on est obligé de changer. On avait dit pour la tuberculose résistante, il faut attendre 6 à 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des tests qui testaient tout, notamment le pyrazinamide. Maintenant, on a des tests rapides. Ils vous donnent d'emblée à quoi. Donc, si vous avez 3 cultures négatives, au bout de 3 mois, vous pouvez reprendre. Donc, vous voyez que ces avancées thérapeutiques en matière de tuberculose permettent de faire bénéficier nos malades de reprise du traitement après des durées plus courtes de traitement. Alors, vous voyez par exemple ici, j'ai présenté, ça m'a plu, cette synthèse qui a été faite sur les différentes recommandations. Vous voyez que par exemple les Européens, le traitement, déjà eux, ils préconisent 9 à 12 mois. Mais ça, c'est la Société européenne de thoraco, des maladies respiratoires. Alors que les Anglais, c'est 6 mois, les Français, c'est 9 mois, etc. Donc c'est 9 à 12 mois, ou rifampicine plus isoniazide 3 mois. Et là, ils disent qu'on peut démarrer le traitement 4 semaines après le début du traitement préventif. Et si c'est une tuberculose active, il faut attendre la fin du traitement. Les États-Unis, c'est 9 mois de isoniazide. Si c'est une tuberculose latente, ils préconisent d'attendre jusqu'à la fin, aussi bien du traitement de la tuberculose latente que de la tuberculose active, mais entre parenthèses, les Américains ne sont pas les meilleurs experts en tuberculose. Leurs grands experts ont publié des articles où ils disent on s'est trompé de diagnostic dans 50% des cas, on s'est trompé de traitement dans tant de cas. Donc moi, sincèrement, en matière de tuberculose, je ne tiens pas compte du tout des recommandations américaines. Alors, en France, en Espagne, c'est 9 mois pour l'INH. En France, c'est privilégié rifampicine 3 mois. Et si c'est une tuberculose active, c'est donné les 4 médicaments. Et ici, eux, ils disent 3 semaines après le début du traitement antibacillaire. Les Français, dans leurs recommandations, c'est 3 semaines, c'est pas un mois. En sachant qu'en fait, effectivement, la protection démarre au bout de 15 jours. Donc j'ai récemment donné le feu vert pour malades qui devaient prendre une immunothérapie pour cancer après 15 jours de chimioprophylaxie parce qu'il y avait une urgence. L'effet protecteur commence à 15 jours. Il y a même des gens qui vous disent c'est urgent, vous pouvez le donner en même temps que vous démarrez l'anti-TNF ou le traitement immunologique. Et en France, ils disent on peut le donner même si c'est une tuberculose active 2 mois au plus après la fin du traitement antibacillaire. En Allemagne, c'est 9 mois d'isoniazide. Là aussi, ils disent qu'il faut compléter le traitement de la tuberculose latente. Et là aussi, ils n'ont pas d'expérience. Moi, j'ai un malade que j'avais suivi pour tuberculose ganglionnaire. Il est parti en Allemagne. On lui a donné les médicaments 3-4 fois par jour, etc. Donc, on voit là parfois des recommandations parce que les gens ne voient plus la tuberculose et donc ils n'ont plus d'expérience dans ce domaine et ils émettent des recommandations qui sont plus théoriques que pratiques. En Angleterre, vous voyez, il préconise 6 mois d'isoniazide ou 3 mois de rifampicine H. Et ils disent que, alors il y a des choses qui sont aberrantes. Si c'est une tuberculose latente, il faut attendre la fin du traitement de la tuberculose latente. Si c'est une tuberculose active, après 2 mois du traitement antibacillaire. Et les Anglais, entre parenthèses, ne disent pas d'arrêter l'anti-TNF, même si vous avez la tuberculose. Ils disent on peut continuer, au contraire c'est bénéfique. Et si on discute la physiopathologie, en fait c'est pas complètement aberrant. Alors, si la maladie survient donc sous tuberculose anti-TNF, bon, dans nos recommandations, on avait dit arrêt immédiat, de ce qu'on avait suivi, la majorité, mais c'est discutable maintenant, je pense à la lumière de ces choses-là. Démarrer les traitements antibacillaires. Alors ça, c'est le schéma classique de RHEZ, 4RH. Si c'est une tuberculose méningée osteoarticulaire, ça peut être jusqu'à 9 mois. Je vais vous montrer que maintenant, il y a des études avec 6 mois. De l'OMS et que peut-être cette durée, même pour les miliaires, les méningites, etc., peut être raccourcie. Et si c'est une tuberculose résistante, on n'a pas précisé parce que ça dépend de la forme, ça dépend du traitement qu'on donne, etc. Alors, je rappelle que l'Observatoire Assure en France, il a rapporté les cas de malades qui ont fait une tuberculose. Il y a 2 cas qui n'ont pas arrêté anti-TNF.
et d'autres qui ont arrêté 6 mois, qui ont arrêté anti-TNF et repris 6 mois après, et il n'y avait pas de rechute. Que ce soit chez les malades qui ont continué anti-TNF ou chez les malades qui ont repris 6 mois après. En Corée, 23 patients, et ils ont repris l'anti-TNF 3 mois en moyenne chez 15 patients, ou après arrêt 0 rechute. En Turquie, 4 sous-traitements, ils ont continué l'anti-TNF, et 16 après, il y avait une seule rechute. Donc le fait de continuer l'anti-TNF n'est pas toujours délétère. Alors maintenant, cette publication de juin 2021, suite à des études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine, ils disent que on a essayé parce que maintenant on est en train d'essayer de réduire les durées de traitement. Et on a trouvé que, en remplaçant la rifampicine par la rifapentine, qui est aussi une famille des rifamycines, mais qui a une demi-vie longue, eh bien, on a comparé mois de ce traitement rifapentine ethambutol-pyrazinamide, il a suffi juste de remplacer pour avoir la même efficacité, la même tolérance que ERIP. Donc probablement, si on arrive à faire introduire ce traitement dans nos pays, on pourra traiter les malades 4 mois au lieu de 6 mois. Et même tolérance, même efficacité. Également chez les enfants, et les enfants sont plus fragiles vis-à-vis de la tuberculose, il y a une publication qui est sortie en 2022, c'est des recommandations de l'OMS, et qui ont fait bien sûr l'évidence-based, donc c'est pas seulement des recommandations théoriques, mais basées sur l'évidence. Et vous allez voir qu'ils insistent là aussi sur le diagnostic, les tests rapides, mais il n'y a pas que les tests rapides dans les sécrétions nasopharyngiales, bronchiques et tubage gastrique, mais également dans les selles. On peut retrouver des éléments du BK dans les selles. Et également, qu'est-ce qu'ils disent? On peut donner... Alors là, une étude a été faite pour dire que chez les enfants et les adolescents entre 3 mois et 16 ans, avec une forme non sévère de tuberculose, qui est le plus fréquent, 4 mois du régime actuel sont suffisants. C'est-à-dire 2 HRAZ, avec ou sans ethambutol, suivi de 2 mois de rifampicine, sont suffisants et sont efficaces. Et strong recommendation, c'est une recommandation forte. Donc on est en train aussi de nous orienter vers une durée de traitement plus court. Et même, vous voyez, et ça c'est encore plus intéressant, dans les cas de méningite, si on donne 6 mois de traitement, mais avec en plus de la rifampicine, pyrazinamide, éthionamide, ethambutol, on donne l'éthionamide, eh bien on a la même efficacité que 12 mois qu'on a utilisé avec le traitement standard. Donc il suffit d'ajouter l'éthionamide, qui a une très bonne pénétration dans le céphalorachidien, pour réduire la durée à 6 mois. Donc la même chose sera pour la tuberculose ostéo-articulaire. Et donc vous voyez que ça permet de réduire la durée de traitement, et c'est des recommandations de l'OMS. Alors maintenant, les formes de tuberculose résistante, pourquoi je vous le dis? Parce que à chaque forme, il y a un traitement. Et c'est pourquoi je vous ai dit l'intérêt des diagnostics rapides, parce que ça va nous dire quelle est la forme. On ne traite pas à l'aveugle. Il y a ce qu'on appelle la tuberculose résistante à la rifampicine. Il y a des gens qui n'ont la résistance qu'à la rifampicine. Il y a des gens qui n'ont la résistance qu'à l'isoniazide. Et donc ces tests nouveaux qui permettent d'emblée de vous dire il est résistant à la rifampicine permettent de choisir le traitement. Parce qu'avant, on traitait les gens résistants à l'isoniazide. On faisait le gène expert. Il n'y a pas de résistance à la rifampicine et RIP. Or, après, on se rend compte qu'il a une résistance à l'INH. Et RIP n'est pas efficace. Parce que là, il faut utiliser rifampicine, INH, pyrazinamide et lévofloxacine à la place des ethambutol. Donc, vous voyez que ces tests rapides et qu'on peut maintenant utiliser vont changer complètement le pronostic et le choix thérapeutique. Vous avez les malades multirésistants qui ont une résistance à la fois à la rifampicine INH. Vous avez ce qu'on appelle intolérants ou non réactifs au traitement. Alors ça, c'est un nouveau concept, parce qu'on s'est rendu compte, moi j'ai pas mal de cas, le malade a des BK sensibles à plusieurs reprises, il est sous le bon traitement, il est observant, il ne s'améliore pas, les BK restent positifs. Et lorsqu'on fait on fait une enquête, on trouve qu'il a des troubles de l'absorption, le taux n'est pas suffisant, etc. Il ne fait pas de résistance, mais le taux n'est pas suffisant pour tuer le BK. Donc on a introduit ce concept en 2021, 2020, qui n'existait pas d'intolérance aux non réactifs au traitement sans qu'il y ait une résistance. Vous avez ce qu'on appelle les cas pré-UR, c'est-à-dire pré-multirésistants, et là ils ont la résistance à la rifampicine, à l'INH et au fluoroquinolone, et ultra-résistants qui ont une résistance à la rifampicine, isoniazide, fluoroquinolone, aminoside. Mais ça c'était en 2020. En 2021, on vous dit non, les tuberculoses ultra-résistants, c'est-à-dire résistants presque à tout,
c'est ceux qui ont une résistance à au moins un médicament de ce qu'on appelle le groupe A, que je vais vous présenter, la lévofloxacine ou la moxifloxacine. Ce sont des quinolones qui sont utilisés dans les infections respiratoires, même aiguës ou urinaires, mais qui ont une très bonne action sur le BK. Donc, ne pas largement les diffuser. Or, malheureusement, sous la pression des laboratoires, une infection banale, moxifloxacine, lévofloxacine, et dans 30% des cas, vous développez une résistance, et si c'est une tuberculose, vous avez une résistance et vous perdez un très bon médicament. Vous avez un nouveau médicament qui est très intéressant, qu'on appelle la bédaquiline et le linezolide. Alors, les tests moléculaires, ce que vous connaissez, c'est le gène expert. Ça, c'est utilisé au Maroc, qui permet à la fois de réaliser le diagnostic initial de la tuberculose, mais également de la résistance à la rifampicine. C'est 2 heures. En 2 heures, c'est un appareil automatisé. Même quelqu'un qui n'est pas technicien de laboratoire, on lui montre comment il met une cassette et vous avez le résultat. Et il vous donne à la fois le diagnostic de la tuberculose et le diagnostic de la résistance. Vous avez un autre test qui est intéressant, c'est le test de N ou LPA. Et là, il vous donne en 24 à 48 heures la résistance aux autres, aux aminoglosides, aux fluoroquinolones, etc. Et ça prend 24 à 48 heures. Maintenant, comme je vous l'ai dit, en 2021, update, donc il y a une mise au point. Il y a maintenant ce qu'on appelle Expert Ultra, qui est beaucoup plus performant que le gène expert. Et il y a ces tests-là qui permettent de détecter à la fois la résistance à la rifampicine INH, et la détection de la résistance au pyrazinamide, qui est une technique très difficile. Et donc, ça vous permet d'emblée de savoir s'il y a une résistance à tous les antibacillaires, et même aux nouveaux médicaments. Et donc, d'emblée, lorsque vous avez ces tests, vous choisissez le traitement et vous voyez est-ce que vous êtes efficace ou non. Alors les médicaments, maintenant, on les a classés, les deuxièmes lignes, en 3 groupes. Le groupe A, c'est le plus important. Vous voyez qu'il y a la lévofloxacine ou la moxifloxacine, le bédaquiline et l'izolide. Il y a le groupe B, qui est, alors là, c'est bactéricide. Là, c'est stérilisant. Clofazimine, cyclosorine ou thérizidone. Et le groupe C, vous trouvez beaucoup de médicaments, les tombitol, un nouveau médicament qui s'appelle délamanide. Ça, c'est un nouveau médicament. Mais vous trouvez également les autres anciens, l'ithionamide, l'amicacine, et même des pénicillines qu'on utilisait dans les infections aiguës, imipenem, silacine ou méropenem. Et donc, normalement, ce qu'on utilise le plus, c'est les médicaments du groupe A et du groupe B. Alors maintenant, en 2021, l'OMS a publié les recommandations sur la tuberculose pharmacorésistante et j'avais été sollicité par le ministère pour faire à la fois un guide sur la tuberculose résistante et sur l'e-learning. Et on a élaboré un guide qui vient d'être publié et qui d'abord reprend de façon didactique ce qui est recommandé par l'OMS 2021, mais également toutes les nouveautés qui ont été publiées dans d'autres revues internationales avec d'autres expériences et qui permettent maintenant de proposer les schémas suivants. Alors déjà, on a maintenant ce qu'on appelle un traitement court oral. Avant, il n'y avait pas la tuberculose résistante, avant c'était 18 à 24 mois. Maintenant, on a un traitement de 9 mois. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on utilise? La bédaquiline, isoniazide, prothionamide, la lévofloxacine ou la moxifloxacine, le clofazimine. Donc vous trouvez des médicaments qui ne faisaient pas partie des médicaments standards. Et il y a une phase initiale de 4 à 6 mois et une phase d'entretien de 5 mois avec 4 médicaments. Et en départ, on utilise 7 médicaments. Et on a d'excellents résultats avec ce schéma. Il y a ce qui avant 2020, c'était le schéma injectable, court. Au lieu de la bédaquiline, on utilise la micacine, mais avec les mêmes molécules. Maintenant, lorsque le malade ne répond pas aux critères du traitement court, parce qu'il faut avoir au moins une sensibilité au quinolone avant de le donner, on donne ce qu'on appelle le traitement prolongé. Et là, le traitement prolongé, c'est 18 à 24 mois. Et vous voyez que ce qu'on utilise le plus, c'est 5 médicaments. C'est le groupe A. Bédaquiline, lévofloxacine ou moxifloxacine, linezolide, plus clofazimine, cycloserine. Et on ajoutera un des médicaments du groupe C si vraiment la tuberculose est étendue ou la tuberculose est grave. Mais là, c'est 18 à 24 mois. Vous voyez maintenant, par exemple, des exemples, je ne vais pas pour ne pas, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ce médicament, c'est ce régime-là, qui est maintenant, qui a été étudié en Afrique du Sud. C'est 6 à 9 mois de 3 médicaments et qui a permis
de traiter aussi bien les cas multirésistants qu'ultra-résistants, résistants à tous les antibacillaires, avec une efficacité supérieure à 90%. Et je pense que l'avenir, c'est ce régime-là de 6 mois. Au Maroc, nous avons l'abidacilline, on a le linezolide, on n'a pas encore le prétomanide, mais dès que, au niveau du comité technique, on validera des études opérationnelles avant de lancer ce schéma, je pense que c'est plus facile parce que ça permettrait d'éviter des durées longues, et on a vu que plus le traitement est long, plus le malade en a marre et arrête le traitement. Alors maintenant, pour terminer un petit peu, c'est l'aggravation de la tuberculose après arrêt des anti-TNF. Quelle est la conduite à tenir? Eh bien déjà, si vous avez une aggravation des symptômes parce que vous avez arrêté les anti-TNF, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une résistance? Là, avec les tests rapides, vous pouvez répondre. Est-ce que c'est un effet indésirable des antibacillaires? Parfois, ça se confond. Et est-ce que c'est une réaction paradoxale? Et généralement, c'est une réaction paradoxale. On utilisait surtout des corticoïdes à dose modérée ou importante. Mais une publication récente a montré que même des doses modérées peuvent être, 30 mg, peuvent être efficaces pour traiter ce syndrome IRIS. Et dans l'expérience du ratio, il y avait 14 cas de RIS, c'est-à-dire que le malade fait une restauration de l'immunité qui fait qu'il a des symptômes qui ressemblent à la tuberculose. Il a des signes méningés, des ganglions qui apparaissent, une pleurésie, et ce n'est pas la tuberculose, c'est une réaction immunitaire. Et vous voyez que ce qui les favorise, c'est la tuberculose disséminée, l'exposition antérieure, prise de corticoïdes, etc. Et ça survient 45 jours à 101 jours. Et le fait de réintroduire les anti-TNF permet de diminuer les symptômes. Et justement, dans cette étude qui s'est intéressée à des tuberculoses du système nerveux central, il y avait des malades qui avaient fait une réaction paradoxale et qui ne se sont améliorés qu'après introduction des anti-TNF, 83,5%. Et donc, il faut penser que parfois, cet arrêt des anti-TNF n'est pas toujours justifié. Et vous voyez que cette publication japonaise, le titre il est vraiment précis. Continuation of anti-TNF therapy for rheumatic in patients with active during anti-TNF is more beneficial. Donc il est plus bénéfique que leur cessation. Et donc cette décision de toujours arrêter, ils ont comparé 7 patients qui ont arrêté, puis repris, 7 patients qui ont continué l'anti-TNF et 6 patients qui ont reçu l'anti-TNF alors qu'ils étaient sous traitement. Et l'évolution favorable était dans les 3 groupes, mais elle était plus rapide dans les patients qui ont continué leur anti-TNF. Pourquoi? Parce que l'anti-TNF, il empêche la formation de granulome. Donc les BK ne sont plus emprisonnés dans le granulome. Ils sont libérés et donc le traitement va être plus efficace. Même la base physiopathologique, elle est claire. En synthèse, parce que j'ai été long, excusez-moi, mais il y a tellement de choses. Avant anti-TNF, il faut faire au moins une radio thoracique IDRA et ou IGRA. Mais là, c'est là où il y a une discussion avec le spécialiste. Faire attention aux faux négatifs, mais également aux faux positifs. La chimoprophylaxie au Maroc, c'est retenir 6 à 9 mois. Moi, je suis plutôt pour 9 mois. ORH 3 mois, ou rifampicine 4 mois dans les cas de toxicité à l'INH. Le début de l'anti-TNF, 1 mois après, ça dépend de la tolérance, mais il y a des exceptions. Je vous ai dit, on peut parfois le démarrer 15 jours après ou même en même temps. Tuberculose aux anti-TNF, d'emblée, non seulement il faut faire le diagnostic de la tuberculose, mais également de la résistance. Et là, les nouveaux tests vont vous dire est-ce que c'est une tuberculose résistante ou sensible et à quoi. Et donc, vous allez choisir le traitement. L'arrêt de l'anti-TNF n'est pas systématique, même si pour l'instant, c'est ce qui est retenu dans les recommandations. On donne le traitement selon la sensibilité des BK et ensuite l'évolution de l'efficacité et de l'innocuité. Et en fonction donc de la gravité, on peut reprendre l'anti-TNF 2 ou 3 mois ou même immédiatement, ça dépend de l'urgence. Donc en conclusion, tuberculose et traitement biologique, il faut insister sur l'intérêt du dépistage, le diagnostic, le pronostic et la prise en charge qui doit être individualisé. C'est un cas par cas. C'est pas moi j'ai vu malheureusement des cas qui ont une tuberculose latente auxquels on a donné des traitements antibacillaires complets, des cas qu'on reporte en quantifiant 3-4 fois pour dire est-ce que la tuberculose est partie alors que c'est complètement aberrant. Donc il y a malheureusement pour cette pathologie, il nécessite une expertise et un approfondissement des connaissances. Importance donc de la collaboration entre les spécialistes utilisant le biologique et les pneumologues et bien sûr l'application des recommandations, l'adaptation des recommandations aux nouvelles avancées. Madame Taheli a du pain sur la planche. On doit nous revoir pour un petit peu intégrer les nouvelles données et revoir ce qu'on peut changer. Je vous remercie de votre patience et de